Bien, chers collègues, nous allons démarrer, même si nous ne sommes pas très nombreux, mais peut-être que du monde arrivera en cours de route. Voilà, très bien. On attendait que toi, Bertrand. Non, nous nous retrouvons donc cet après-midi pour auditionner Madame Marie Barsac, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, à qui je souhaite bien sûr la bienvenue pour ce premier temps d'échange dans notre commission et j'espère ne pas le dernier. Madame la ministre, quelques mois après une belle période olympique et paralympique, l'actualité sportive est chargée et les sujets ne manquent pas. Je pense bien sûr à la loi héritage des Jeux olympiques 2024 que nous attendons toujours et sur laquelle nous pouvons peut-être nous donner vous pouvez peut-être nous donner votre proposition et votre position aussi. La préparation des Jeux olympiques d'hiver de 2030 sera également suivie avec attention par notre groupe de travail constitué au sein de notre commission et coprésidé par Madame Béatrice Bellamy et par Monsieur Salvatore Castiglione, qui sont là tous les deux, et à laquelle sera consacré un projet de loi. Par ailleurs, je souhaite vous interroger sur la crise des valeurs qui touche le football. Comme en témoignent les dérapages récents à l'encontre des arbitres. Au nom de l'ensemble de la commission, je tiens d'ailleurs à faire part à mon soutien et de notre soutien à tous aux arbitres, amateurs ou professionnels, avec une pensée particulière pour Jérémy Stina et Benoît Milot, qui ont subi les débordements inacceptables de certains. La violence physique ou verbale n'a pas sa place autour des terrains. Donc, Madame la Ministre, qu'avez-vous l'intention de faire pour remédier à ces dérives ? Mais le sport qui nous intéresse, c'est aussi le sport du quotidien. Sur ce sujet, j'attache une importance particulière au plan savoir nager, sur lequel je souhaiterais vous entendre. Je suis également attentive à la place des femmes dans le sport. 3 ans après l'adoption de la loi du 2 mars 2022, quelle est la place des femmes dans la pratique sportive, notamment dans l'accès des équipements sportifs de proximité ? Quelle action entendez-vous, vous, mettre en œuvre pour favoriser le développement du sport féminin ? Nous partageons tous l'objectif ici d'une nation sportive et nous sommes nombreux à nous interroger sur l'évolution des crédits de votre ministère. Aller plus vite, plus haut et plus fort avec moins d'argent, ce n'est pas une équation simple à résoudre. Concernant la vie associative et la jeunesse, qui sont également dans le périmètre de vos compétences, le CNAGEP alertait récemment sur des associations au bord de l'essoufflement. En effet, et comme l'a aussi mis en évidence le CESE en mai dernier, les associations sont largement impactées par la baisse de la dépense publique et beaucoup d'entre elles ne parviennent plus à trouver de financement. Ainsi, alors que de nombreuses associations sont partenaires de services publics et que la vie associative est un rempart essentiel face au délitement de nos services publics, j'aimerais savoir comment vous entendez soutenir notre vie associative. Et plus précisément, le secteur de l'éducation populaire, qui est un outil essentiel à l'émancipation de tous les citoyens. Madame la ministre, vous voyez qu'on va avoir énormément de questions et ce n'est qu'un début. Je vais vous laisser 10 minutes pour un propos liminaire. Je vous laisserai bien sûr exposer la feuille de route ministérielle et ensuite vous répondrez aux interrogations de nos collègues. Merci beaucoup. Madame la Présidente, chère Fatia Kelahachi, Mesdames et Messieurs les députés, alors je suis ravie et honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour évoquer ma feuille de route et répondre évidemment à vos questions. Mais avant d'y venir, je souhaitais revenir rapidement sur la loi de finances 2025, c'est d'ailleurs des questions que vous souhaitez aborder, qui a été adoptée il y a quelques semaines. Après la très belle réussite, vous le citiez, des Jeux de Paris 2024 l'été dernier, il est essentiel aujourd'hui d'accueillir de nouveaux pratiquants, notamment les jeunes, qui ont été inspirés par cet événement unique. Dans sa copie initiale, le budget du sport prévoyait une baisse de 268 millions d'euros, dont 141 millions étaient directement liés à l'extinction des dépenses liées aux Jeux olympiques et paralympiques. Donc ça, c'est un premier point. Mais par ailleurs, les taxes affectées étaient également en baisse de 6 millions d'euros. Mais la navette parlementaire a permis d'améliorer ce budget et je tiens évidemment à saluer le travail que vous avez effectué en commission mixte paritaire en retenant une hausse de 80 millions du plafond de la taxe affectée aux paris sportifs. Grâce à ce travail du Parlement, la baisse du budget des sports s'élève, hors dépenses liées aux Jeux, à 53 millions d'euros par rapport à 2024.
Côté jeunesse et vie associative, le budget 2025 est de 848 millions d'euros contre 901 millions d'euros en 2024. Il connaît donc la même baisse de 53 millions d'euros, une baisse qui est essentiellement absorbée, vous le savez, par le SNU. Ce budget permet de préserver l'objectif de 150 000 services civiques en 2025 et nous pouvons ainsi que les 36 000 jeunes en service en SNU qui vont pouvoir honorer leur séjour cette année. Face à chaque décision, je garde à l'esprit l'exigence de tirer le meilleur de chaque euro dépensé, non pas pour tel ou tel dispositif en tant que tel, mais pour servir des objectifs de politique publique et pour les usagers, en particulier ceux qui en ont le plus besoin. Je garde également à l'esprit la nécessité de pérenniser ces budgets et de trouver de nouveaux moyens de financement. Je suis certaine, par exemple, que nous devons engager des réflexions sur la fiscalité, comme la taxe Buffet ou la taxe sur les paris sportifs, afin de trouver des ressources vertueuses, basées sur le principe très clair que le sport finance le sport, et afin de répondre aux nombreux enjeux qui nous attendent. Les Alpes françaises 2030 représentent un des grands enjeux devant nous. Le projet est maintenant sur de bons rails, avec 2 entités, le comité d'organisation, présidé par Edgar Gros-Piron, et la Solidéo, dont le directeur général a été nommé il n'y a pas longtemps. Comme pour Paris 2024, le projet devra s'appuyer sur un projet de loi dédié, vous citiez cet objectif. Et j'espère que nous pourrons entamer l'examen de ce texte au Sénat dès le mois de juin. Ce projet des Alpes françaises 2030, c'est une façon aussi de faire vivre l'héritage de Paris 2024. Et d'une certaine façon, c'est un passage de témoin. Ce passage de témoin trouvera tout son sens si nous conservons la même ambition en termes d'exemplarité sociale et environnementale, en termes de retombées pour les territoires, mais aussi en termes de performance sportive. Pour cela, il faut nous en donner les moyens. Et je suis ravie de pouvoir vous annoncer que grâce à la hausse du plafond que la représentation nationale a décidé, nous pouvons consacrer aujourd'hui 6 millions d'euros supplémentaires à la haute performance pour préparer nos athlètes dans les meilleures conditions. Faire vivre l'héritage de Paris 2024, c'est aussi être en capacité d'accueillir les pratiquants qui frappent aujourd'hui à la porte des clubs sportifs au lendemain des Jeux. C'est l'affaire de tous, et tout particulièrement des collectivités locales qui sont les premiers financeurs du sport, mais aussi des entreprises, du mouvement sportif lui-même et de l'État, bien sûr. Pour contribuer à cette ambition partagée, le rôle de mon ministère est avant tout d'agir pour réduire les inégalités d'accès à la pratique. Les inégalités entre les personnes modestes et les plus aisées, les inégalités entre les territoires carencés et ceux qui sont bien dotés, les inégalités entre les femmes et les hommes, les inégalités aussi entre les personnes qui vivent avec un handicap et les autres. Et je me réjouis que le Passeport, qui est une aide sous condition de ressources, demeure au même niveau que les années précédentes, malgré les contraintes budgétaires. Donner accès au sport, ça passe aussi et avant tout par des éducateurs et des équipements qui nous manquent. C'est la raison pour laquelle nous investissons 5 millions d'euros supplémentaires pour financer les 500 postes d'éducateurs sportifs. Et grâce à la hausse du plafond de la taxe sur les paris sportifs, nous allons aussi pouvoir poursuivre notre effort sur les équipements sportifs. Ces éducateurs et ces équipements doivent permettre d'accueillir de nouveaux pratiquants et notamment plus de femmes. Le mouvement sportif doit accompagner ce mouvement. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à l'Agence nationale du sport de doubler la part des financements spécifiques dédiés au développement de la pratique féminine dans les projets sportifs fédéraux. Aujourd'hui, 38% des licenciés sportifs sont des femmes. Et c'est un écart que nous devons combler pour atteindre les 50% dans les meilleurs délais. Cela passe aussi pour la haute performance, par le sport professionnel, par la présence de femmes dans les instances. Bref, vous l'avez souligné, c'est un vaste chantier. Et cela exige évidemment que les femmes, comme tous les pratiquants, se sentent en sécurité dans les instances sportives. Dans les enceintes sportives, pardon. J'y suis extrêmement vigilante, avec une vigilance encore renforcée pour les mineurs. Alors que nous fêtons cette année les 20 ans de la loi de 2005, il est important aussi de continuer à rendre le sport accessible à l'ensemble des personnes en situation de handicap. Les chiffres nous le montrent, 21% d'augmentation de licenciés à la Fédération française handisport, ça montre que les personnes en situation de handicap, au lendemain des Jeux paralympiques, ont envie de faire du sport. L'annonce du président de la République le 6 février dernier du remboursement intégral des fauteuils roulants sportifs nous permet de lever un frein essentiel, celui du coût. Au-delà du coût, il faut aussi se mettre en mesure d'accueillir plus largement ces publics.
Et aujourd'hui, 2000 clubs inclusifs, donc des clubs ordinaires, sont formés pour créer une section parasport. C'est un bel héritage de Paris 2024. Et nous devrions atteindre les 3000 clubs d'ici le début de l'année 2026, avec l'objectif de continuer dans les années suivantes. Entretenir la flamme de 2024, c'est aussi donner l'exemple. L'actualité nous rappelle à quel point ce devoir d'exemplarité doit s'appliquer à tous, encadrants, sportifs et dirigeants. Je profite de cette audition pour dire publiquement l'importance de respecter les règles et les arbitres à qui j'apporte tout mon soutien moi aussi. Je veux dire un mot d'une discipline en particulier. Vous l'avez cité, le football. C'est évidemment le sport préféré des Français. Chaque année, 1 million de matchs se déroulent très bien dans leur immense majorité. Et chaque week-end, 30 000 matchs rassemblent des millions de nos citoyens. Mais le football traverse aujourd'hui une crise et il doit évoluer. Les États généraux du football professionnel, lancés le 3 mars, me semblent un cadre utile pour faire évoluer les choses. Et j'y suis particulièrement attentive. Je serai également très attentive aux travaux des parlementaires, notamment des sénateurs Lafont et Savin sur la gouvernance du sport professionnel et le piratage, qui doit aussi prendre toute sa place. Enfin, j'ai suivi de près les travaux de la commission d'enquête relative aux défaillances du fonctionnement au sein des fédérations sportives. Dans les prochaines semaines, en tenant compte des dernières élections, je souhaite que nous puissions nous appuyer sur un certain nombre des recommandations de cette commission d'enquête. À l'heure où les opérateurs de l'État font l'objet d'une grande vigilance, l'Agence nationale du sport doit évoluer et devenir une plateforme qui apporte aux acteurs sportifs et aux collectivités une force de prospective, des solutions innovantes et des services mutualisés. Elle doit être un bras armé de l'État pour déployer des politiques publiques en laissant un maximum de marge de manœuvre au territoire pour s'adapter aux réalités locales. Nous travaillons à faire évoluer ce cadre d'intervention pour que l'échelon de décision soit le plus pertinent et pour laisser de la souplesse au territoire. Voilà pour le sport. Permettez-moi maintenant d'évoquer le SNU. Je connais l'attachement de plusieurs d'entre vous dans cette commission. Je pense notamment à M. Attal et Mme Thévenot qui ont œuvré pour son développement. Les objectifs qu'il poursuit sont importants. Soutenir l'engagement de la jeunesse, développer la mixité sociale, renforcer la cohésion autour des valeurs de la République sont essentiels. Néanmoins, certaines limites ont été mises en lumière par le rapport de la commission de la Cour des comptes, par exemple. Et pour moi, la question n'est pas de savoir s'il faut sauver ou supprimer le SNU, la question est plutôt d'identifier la meilleure façon d'atteindre les objectifs du SNU. Et c'est à cette question que devra répondre le groupe de travail interministériel qui sera lancé dans les prochaines semaines. Je veillerai à ce que l'Assemblée nationale et le Sénat soient associés aux réflexions qui doivent permettre de créer un parcours d'engagement citoyen pour nos jeunes rénovés. Favoriser l'engagement, c'est aussi faciliter la vie des associations. La généralisation du guide asso sur l'ensemble du territoire dès cette année sera une réalité possible grâce aux 800 000 euros supplémentaires qui seront mobilisés cette année pour y parvenir. Nous visons le déploiement du guide asso, un guide asso par EPCI à l'horizon 2027. Enfin, favoriser l'engagement de la vie associative, c'est aussi repenser son financement. Et dans cette optique, je réunirai dans les prochains mois la conférence des générosités. Regroupant l'ensemble des acteurs ainsi que plusieurs ministères, elle aura pour objectif de faciliter l'accès à un maximum de leviers qui doivent permettre au tissu associatif de renforcer ses ressources et de construire de nouveaux partenariats. Les chantiers, comme vous le constatez, sont nombreux et j'ai fait le choix ici de n'en développer que certains afin de laisser un maximum de temps à nos échanges. Je terminerai par vous dire que nous vivons en ce moment un moment particulier. Accueillir 2 éditions des Jeux à 6 années d'intervalle, c'est une opportunité historique pour développer la place du sport dans notre pays. Face aux fractures actuelles, que nous avons la responsabilité de transmettre à notre jeunesse nos valeurs et le goût de l'engagement. Face à l'isolement, nous avons 12,5 millions de personnes qui s'engagent dans les associations. Nous devons les aider et donner envie à la génération suivante de s'engager à son tour. Et dans la période actuelle, les missions du ministère que j'ai l'honneur de diriger me semblent donc plus que jamais importantes. Car c'est ce ministère qui était, selon la formule de Pierre Mendès France, préposé à l'espérance. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Nous allons maintenant, s'il vous plaît, passer aux intervenants de groupe et nous commençons avec le Rassemblement national, Monsieur Bruno Clavet.
Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le groupe Rassemblement National regrette que malgré la belle parenthèse des Jeux Olympiques, la France ne soit pas pleinement une nation sportive et qu'aucune politique ambitieuse ne soit mise en œuvre pour allier sport et santé. Pour preuve, un adulte sur deux est en surpoids ou obèse en France et plus de 17% des jeunes de 6 à 17 ans sont également concernés. Dans ma région des Hauts-de-France, ce sont 22% des adultes qui sont concernés par des problèmes d'obésité, ce qui en fait le territoire français le plus touché. Et ce n'est pas un hasard. Cette réalité est aussi le reflet d'une précarité sociale et économique où les inégalités d'accès à la santé, à l'éducation et au sport se cumulent. Face à cela, le sport scolaire devait être une réponse majeure. Or, nous sommes loin du compte. Par exemple, le programme 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école, dont vous êtes à l'initiative, ne suffit pas pour développer une vraie pratique sportive. De surcroît, sa généralisation reste théorique puisque 51% des écoles primaires ne sont toujours pas engagées dans ce dispositif. Et pour cause, beaucoup d'enseignants le jugent difficile à mettre en œuvre, faute de temps et de formation. Madame la Ministre, pour répondre à cet enjeu qu'est la lutte contre l'obésité et la sédentarité des jeunes, le groupe Rassemblement National a la conviction qu'il est indispensable de repenser nos rythmes scolaires. Aujourd'hui, les élèves français terminent souvent leur journée à 16, 17, voire 18 heures. Ces journées ne laissent que peu de place aux activités sportives en dehors de l'école. À titre de comparaison, en Allemagne, les cours finissent entre 11h30 et 13h30 et les après-midi sont libres pour les activités sportives. Ainsi, en libérant une partie de l'après-midi, nous pourrions non seulement favoriser la pratique sportive régulière des enfants et des adolescents, mais aussi alléger des journées trop longues et soutenir la vie associative locale. Ce serait également un soulagement pour les parents qui peinent à concilier vie professionnelle et accompagnement aux activités. Au Rassemblement National, nous pensons que le sport est bien plus qu'une activité physique. C'est une école de la vie, un moyen de se dépasser, de se renforcer sa confiance, et surtout de rassembler les Français. À l'instar du général de Gaulle, nous voulons donc entreprendre une politique sportive d'ampleur au nom de la grandeur de la France. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons au groupe Ensemble pour la République avec Bertrand Sort. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous souhaitez tout d'abord au nom du groupe EPR une pleine réussite dans ce beau ministère. Nous profitons encore de la belle dynamique des Jeux de Paris et il est essentiel de préserver son héritage, à minima jusqu'aux Jeux de 2030, aux Jeux d'hiver 2030. L'engouement des Français sera, je n'en doute pas, à nouveau au rendez-vous. Comme vous l'avez souligné, nous devons faire perdurer cet héritage en s'appuyant notamment sur la dynamique des clubs sportifs, mais aussi en conservant des politiques publiques ambitieuses et volontaristes. Le budget sport, malgré une baisse, liée principalement à la fin du programme des Jeux, est sanctuarisé pour cette année et c'est une bonne nouvelle. Il est impérieux de poursuivre la politique mise en place et l'ambition de développer le sport pour toutes et pour tous. Les effets bénéfiques de la pratique sportive ne sont plus à démontrer et je salue par exemple les 5 millions d'euros supplémentaires pour financer 500 éducateurs sportifs. Comme vous l'avez également évoqué, le budget jeunesse et vie associative accuse une baisse de 53 millions d'euros et bien que celui-ci permette de préserver plusieurs de vos priorités, attention à ne pas négliger les associations. Je mène en ce moment une mission flash sur le fonds de développement de la vie associative et je peux vous témoigner que notre tissu associatif a besoin d'un soutien financier, bien sûr, mais également pour son fonctionnement quotidien, tout comme pour la formation des bénévoles. En 2021, sur la volonté du président de la République, le passeport a été mis en place par notre majorité. Vous avez évoqué votre soutien et votre satisfaction de voir son budget maintenu. Cependant, malgré sa réussite, certaines limites méritent encore d'être soulignées. En effet, le passeport ne touche pas suffisamment ni pleinement certains publics cibles. Les jeunes filles, par exemple, ne représentent malheureusement que 39% des bénéficiaires et peu d'étudiants boursiers ou de jeunes en situation de handicap profitent de cette aide. De plus, il bénéficie majoritairement à des jeunes déjà licenciés dans des clubs avant sa mise en place. Cela limite son impact sur l'objectif initial d'attirer de nouveaux publics. Aussi, il me semble opportun d'engager une réflexion pour mieux attirer les publics cibles. Ma question, Madame la Ministre, j'aimerais savoir si vous souhaitez réviser ce dispositif afin qu'il atteigne pleinement ses ambitions initiales et qu'il contribue à bâtir une nation plus sportive, plus inclusive et pleinement solidaire. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons au groupe LFI-NFP avec Ali Diwara. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, l'initiative d'une mission flash sur les dérives communautaires et islamiques dans le sport, impulsée par l'extrême droite en étroite collaboration avec la Macronie, alimente une suspicion généralisée à l'égard du monde associatif et sportif. Cette logique de défiance met en péril un pilier fondamental de notre vivre ensemble. Au lieu de soutenir les clubs et associations qui pallient chaque jour les défaillances de l'État, on les stigmatise sous couvert de lutte contre le séparatisme, ouvrant ainsi la voie à des amalgames islamophobes et une ingérence liberticide. Le tissu associatif et sportif est un vecteur d'émancipation, de mixité et d'apprentissage des valeurs républicaines.
Or, cette mission, en stigmatisant les associations, nourrit un climat de défiance à l'encontre de nos partenaires associatifs. Aujourd'hui, cette dérive autoritaire atteint un nouveau seuil. Le Sénat vient d'interdire le port du voile dans les compétitions sportives, faisant de l'exclusion des femmes musulmanes une nouvelle frontière discriminatoire. Une telle décision, loin de défendre la laïcité, la détourne pour instaurer une vision coercitive de l'espace public. En érigeant l'habillement en enjeu de contrôle, elle ne protège pas les principes républicains, elle les trahit. Le juge administratif l'a pourtant rappelé par une décision du 13 février dernier. C'était il n'y a pas si longtemps. Les associations ne sont pas soumises au principe de neutralité des services publics. En imposant cette surveillance généralisée et en légiférant sur les tenues sportives, on s'éloigne des principes républicains et des fondamentaux de notre Constitution. Cette dérive autoritaire est d'autant plus alarmante que dans le même temps, le secteur sportif subit d'importantes restrictions budgétaires. Les coupes successives dans les financements alloués aux clubs, aux éducateurs et aux infrastructures rendent l'accès au sport toujours plus difficile, incertain, en particulier dans les quartiers populaires et dans nos territoires dits d'outre-mer. Nous attendons de vous une prise de position claire pour défendre un sport ouvert, inclusif, fidèle aux valeurs de la République, loin des polémiques politiciennes. Il est urgent de protéger la liberté associative et le principe de laïcité d'Aristide Briand. Madame la ministre, l'héritage des Jeux vous oblige et nous oblige. Alors, Madame la ministre, seriez-vous garante de l'accès au sport pour toutes et en cela, vectrice de l'émancipation par le sport? Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons au groupe socialiste et apparenté avec Christophe Proença. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ce sont 213 jours qui se sont écoulés depuis la dernière épreuve des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Si ces événements ont marqué les esprits par leur grandeur et leur capacité à rassembler, force est de constater que les promesses d'héritage n'ont pas été tenues. Pire encore, nous découvrons que le budget alloué pour 2025 est amputé de plus de 50 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle remet en question les engagements pris et les ambitions affichées. Par ailleurs, j'aimerais vous interroger sur l'Agence nationale du sport, qui joue un rôle crucial dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau, et nous saluons son efficacité dans ce domaine. Cependant, des failles subsistent, notamment dans l'accompagnement des équipements sportifs structurants et dans l'organisation des conférences régionales, dont l'efficacité varie selon les territoires. Ces dysfonctionnements doivent être corrigés pour garantir une véritable dynamique sportive. Mais au-delà des infrastructures, c'est la santé de nos enfants qui doit nous alarmer. Dans un rapport que je présenterai prochainement avec ma collègue Frédérique Meunier, nous avons mis en lumière la progression inquiétante du surpoids dans les milieux populaires, de l'obésité et de la baisse des capacités physiques de nos enfants. Cette situation est directement liée à l'insuffisance de l'activité physique quotidienne. Si nous ne prenons pas de mesures immédiates, nous courons le risque de voir la santé de nos futurs adultes se dégrader avec des conséquences dramatiques pour notre société et pour le budget de l'État. Madame la Ministre, quels sont les héritages concrets des Jeux Olympiques aujourd'hui? Quelles méthodes envisagez-vous pour réorganiser l'ANS? Quelles actions concrètes allez-vous mettre en œuvre pour lutter et promouvoir surtout l'activité physique, notamment dans nos écoles? J'ai toujours pensé que le sport était un vecteur d'intégration, comme beaucoup de collègues ici, d'émancipation sociale, mais aussi de santé, de cohésion et de réussite pour notre nation. Vous trouverez toujours les socialistes pour promouvoir le sport, notamment pour les enfants. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons au groupe La Droite républicaine avec Frédérique Meunier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, lors de la réunion de crise organisée par la Fédération française de football, lundi dernier, vous avez annoncé que le football professionnel français devait sortir de sa dépendance aux droits TV et aux transferts et qu'il fallait repenser son modèle économique suite aux tensions avec le DAZN. En effet, le principal diffuseur de la Ligue 1 avait mis sous séquestre 35 millions d'euros qu'il devait à la Ligue de football professionnel, estimant que la Ligue n'accordait pas assez de moyens à la lutte contre la diffusion illégale. Vous avez alors annoncé que vous alliez, avec les sénateurs Savin et Lafont, rapporteurs d'une mission d'information sur la financiarisation du football, travailler sur un projet de loi qui vienne outiller l'ARCOM et les clubs pour faire du contrôle et interdire le piratage au maximum. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Parce que si le sport, notamment le football, connaît autant de piratage, c'est avant tout parce que les règles des appels d'offres ne permettent pas aujourd'hui d'optimiser leurs résultats et le consommateur doit prendre plusieurs abonnements extrêmement coûteux, puis en changer à chaque nouvelle attribution de droits. Je souhaitais également évoquer avec vous le statut des bénévoles, que j'estime être les grands oubliés des différentes mandatures. La proposition de loi visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative a été adoptée en avril 2024.
Cependant, cette loi nécessite 5 mesures d'application. Or, à ce jour, selon les informations du gouvernement, un seul décret a été publié. Alors, Madame la Ministre, quand cette loi va-t-elle être appliquée? Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons au groupe écologiste et social avec Jean-Claude Roux. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, même si vous n'étiez pas encore ministre, la situation en Pays de la Loire n'a pas pu vous échapper, car nous y avons une présidente de région zélée, une passionnariat de la coupe budgétaire, certes très sélective dans ses coups de ciseaux, mais impitoyable avec les associations. Que ce soit dans le secteur culturel, sportif, que ce soit celles qui œuvrent pour l'emploi, contre les violences faites aux femmes, elles ont en commun de subir des coupes astronomiques, toujours toxiques, parfois fatidiques. Certaines vont disparaître, d'autres réduire leur champ d'action, par exemple en se retirant des territoires ruraux. Certes, il s'agit de la volonté d'une présidente qui assume ses sacrifices pour se faire bien voir par ceux qui reprennent le refrain de l'austérité sans en mesurer les conséquences directes et concrètes. Mais cette petite musique monte dans les territoires, soit par choix politique assumé, soit en raison d'arbitrages douloureux. Moins de soutien de l'État, contexte budgétaire difficile, coupons dans la vie associative. C'est le cas en Haute-Garonne, dans le Val-de-Marne, dans le Val d'Oise ou encore en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais quel est le prix de tout cela? Eh bien le quotidien. Le quotidien de celles et ceux qui s'engagent et puis aussi le quotidien pour les personnes les plus vulnérables, là où l'État s'est désengagé, où il ne reste que le monde associatif. Pour l'hébergement d'urgence, pour les mineurs isolés, pour les femmes victimes de violences. Sans association, plus de quotidien. C'était le sens de l'appel lancé par le mouvement associatif en janvier dernier. Aujourd'hui, peu de gages sont donnés au monde associatif. Les acteurs sont inquiets. Madame Morancé, de nouveau déclaré, les subventions, ce n'est pas à vie. Pourtant, la vie, ce sont les associations. Ce sont les associations qui la rendent meilleure. Donc, Madame la Ministre, ma question est simple. Pouvez-vous assurer aux acteurs associatifs dans tous les domaines que l'État continuera à les soutenir face à une baisse continue et accrue des subventions publiques? Je vous remercie. Nous passons au groupe Les Démocrates avec Géraldine Bagné. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, cela fait quelques années que nous suivons les actions du ministère, tant en termes de renforcement de la pratique sportive que pour ce qui concerne l'engagement civique de notre jeunesse. Sur ce dernier sujet, malgré l'inquiétude bien tangible qui pèse sur des financements qu'on sait contraints, l'on continue de voir de très beaux projets à l'œuvre. Je pense notamment à une mission d'intérêt général des cadets dans le cadre du SNU, vue récemment et déployée localement avec l'encadrement de la gendarmerie. Un engagement poursuivi du ministère sur ce type d'action est bien évidemment attendu. Sur le sujet de l'accès au sport pour tous, j'avais été interpellée au cours de la phase de préparation des Jeux 2024 par des personnes en situation de handicap qui, constatant des avancées, signalaient qu'elles attendaient néanmoins que soit encore davantage facilité leur accès au club. Leurs associations nous rappelaient régulièrement les chiffres encore fragiles de l'adhésion des femmes en situation de handicap au club sportif. Sans doute, l'attention doit aussi se poursuivre, se porter au sein des établissements scolaires, là où naît souvent la pratique sportive quand elle n'existe pas dans la famille. Les JOP 2024 comportent une phase essentielle, l'héritage. Les Alpes 2030 seront aussi l'occasion de faire avancer ce sujet, alors que la France a cette chance d'accueillir 2 fois en 6 ans des événements majeurs du monde sportif, accélérateurs de par leur rayonnement. Je sais, vous l'avez rappelé d'ailleurs dans vos propos, que cela fait partie de vos préoccupations. Le groupe démocrate continuera à œuvrer dans cette voie à vos côtés. Je vous remercie. Nous passons à Horizon et Indépendants avec Béatrice Béalamy. Merci. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Nous le mesurons chaque jour, ici à l'Assemblée nationale, dans nos circonscriptions, dans nos communes. Le sport et la vie associative forgent une part importante de notre cohésion sociale et nationale. Naturellement, votre ministère est donc aussi celui du quotidien. Et à cet égard, je souhaite vous entendre sur 2 points. Je vais partager la question posée par ma collègue Frédérique Meunier, d'abord sur celui de la vie associative, et il s'agit là d'une alerte. En décembre 2022, les parlementaires du Bloc central ont œuvré pour construire un texte améliorant la vie des associations. Celle du quotidien et de la proximité, celle qui maille nos territoires. Ces travaux menés en concertation avec Bercy ont permis d'adopter le texte en première lecture. Notre Assemblée a adopté ensuite en CMP le 14 mars 2024. Il y a presque un an, jour pour jour.
Aujourd'hui, un an plus tard, donc, j'ai le regret de constater que seulement 20% des décrets d'application prévus ont été pris. À ce jour, 4 décrets sont toujours en attente de publication alors qu'ils étaient attendus pour la fin de l'année dernière. Les mesures de ce texte étaient et sont toujours attendues. Beaucoup de bénévoles patientent, beaucoup de responsables associatifs nous questionnent. Madame la ministre, pourriez-vous nous indiquer les raisons de ce blocage? Quelle réponse pour les associations qui attendent que la loi déploie enfin ses effets? Enfin, je souhaite aborder avec vous le sujet de la pratique sportive en ruralité et notamment du financement des équipements sportifs. C'est un sujet récurrent qui fait l'objet d'alertes régulières de la part de nos élus locaux. De nombreux équipements sportifs, faute d'accompagnement, font l'objet d'un reste à charge conséquent pour les communes ou les intercommunalités, notamment pour les plus petites. Il y a parfois un retour déceptif des arbitrages de l'Agence nationale du sport dans le cadre du plan 5000 équipements sportifs puis Génération 2024. Cela contraint parfois à l'abandon de ce projet déjà bien avancé. Madame la ministre, quelle feuille de route portez-vous pour le développement du sport dans les communes rurales et pour les inciter à investir en faveur du sport? Je vous remercie. Merci. Nous passons maintenant au groupe Lyot avec Salvatore Castiglione. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, lors des discussions sur le budget 2025 du sport, nous avons été nombreux, parlementaires, athlètes et fédérations, à nous mobiliser contre cette baisse envisagée. Et je salue votre détermination pour obtenir davantage de moyens. Au final, la baisse, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, a été moins importante que prévu et il faut s'en féliciter. Avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, nous avons redonné une envie de sport à la population. Nos clubs ont vu une hausse de plus de 20% des demandes d'inscription par rapport à 2023. Alors comment entendez-vous surfer sur l'héritage des Jeux pour pérenniser cette envie de sport partout et sur tous les territoires? La baisse, encore une fois, des crédits du plan Génération 2024 interroge sur la capacité notamment à atteindre la création du plan de 5000 équipements sportifs d'ici 2026. Alors pouvez-vous nous rassurer sur ce sujet, même si vous l'avez fait dans vos propos introductifs, et maintenez-vous cet objectif et les moyens initialement prévus, car pour faire du sport, vous le savez, il nous faut des équipements sportifs et les collectivités ont besoin de ces dispositifs d'aide. Le sport scolaire est également essentiel et je regrette l'abandon de la généralisation du dispositif 2 heures de sport supplémentaires au collège, qui sera uniquement limité au REP et REP+. C'est dommage quand on sait qu'entre 11 et 14 ans, un tiers des garçons et seulement un quart des filles de cet âge pratiquent une heure d'activité physique et sportive quotidienne recommandée par l'OMS. Envisagez-vous, Madame la Ministre, de revenir sur cette décision et de généraliser ce dispositif d'importance pour la santé de nos jeunes? Enfin, je souhaite revenir sur la crise des droits TV du football français et sur les violences dans les stades. Le football professionnel est une véritable locomotive pour le sport dans son ensemble. Comment allez-vous travailler avec la Ligue de football professionnel et la Fédération française de football pour trouver une stabilité en matière de diffusion de notre championnat qui souffre, et ça a été dit, depuis le départ du diffuseur historique Canal+. Enfin, comment faire face aux violences dans les stades et notamment entre supporters, et quelles mesures envisagez-vous pour que nous puissions revenir dans les stades en toute tranquillité? Merci. Nous passons au groupe GDR avec Frédéric Maillot. Votre micro. Madame la Présidente, Madame la Ministre et mes chers collègues, la question du sport dans nos pays dits d'outre-mer est un vecteur social très fort, tant il construit les citoyens de demain. Et je pense que nous sommes tous ici conscients de ce qu'a apporté les sportifs ultramarins à l'excellence du sport français. Mais comme il y a toujours un « mais », pour devenir le meilleur, il faut se confronter dans les grands championnats, dans les grandes compétitions. Et pour ça, il faut prendre l'avion. Et bien justement, à La Réunion, à l'heure actuelle, nous avons pas moins de 1500 sportifs qui voyagent chaque année, mais avec un coût du billet d'avion qui est passé de 900 € minimum à 1400 € par personne. Donc, participer à une compétition de sport en hexagone devient de plus en plus un luxe pour nous, les ultramarins. Lors d'une concertation qui a eu lieu le 19 février entre vous et les régions de France, La Réunion a plaidé pour une modification du système de financement des billets d'avion pour les sportifs et les clubs ultramarins par une avance de frais plutôt qu'un remboursement. Au regard de l'apport que les ultramarins sont pour la France hexagonale, que vous avez vous-même pu constater lors des derniers JO, il me semble qu'une avance de 500 € par sportif ne semble pas excessive
pour continuer à progresser vers l'excellence. À ce titre, lors du dernier PLF, j'ai déposé un amendement envisageant la création d'un dispositif national de continuité territoriale dédié au sport outre-mer. Ce fonds d'échange a pour but éducatif, culturel et sportif doté de 2 millions et ne prendra pas une mesure entière du coût de l'éloignement. Quelle sera votre politique pour y pallier? Je vous remercie. Nous avons terminé donc les orateurs, toutes les questions des orateurs de groupe et leurs interventions. Madame la ministre, pour une quinzaine de minutes et pour une réponse globale. Je vous remercie. Alors, très bien, merci beaucoup. Beaucoup de questions, évidemment, sur ces sujets. Alors, je commence peut-être sur le sujet de l'héritage. Il a été cité la loi héritage. Moi, ce que je voulais vous dire sur le sujet, c'est que je n'ai pas abandonné l'héritage en ne privilégiant pas une loi héritage. La loi héritage qui était en préparation concernait en réalité des sujets d'éthique et d'intégrité qui sont bien dans mon agenda, mais qui n'ont finalement pas grand-chose à voir avec l'héritage des Jeux de Paris 2024. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré privilégier et prioriser au sein du gouvernement la loi que vous allez avoir à regarder autour des Alpes 2030, parce que là, il y a une exigence temporelle. On a besoin de voter cette loi assez rapidement, puisqu'il s'agit d'accélérer des procédures d'urbanisme, notamment pour lancer les travaux pour les Jeux de 2030. Mais par ailleurs, les enjeux, évidemment, d'intégrité, les enjeux d'exemplarité, ceux-là sont bien dans mon agenda. Je compte réunir le 24 mars les fédérations pour faire le bilan de leurs élections, je vous le disais tout à l'heure, suite à la loi de 2022, pour dresser le bilan et voir quels sont les éléments peut-être correctifs qu'il s'agit de proposer pour que cette loi rencontre finalement tous ses objectifs. On n'a peut-être pas atteint tous les objectifs. Vous citiez peut-être la présence des femmes à la tête des fédérations tout à l'heure dans votre propos, sans le dire directement. Et oui, on voit qu'on a encore à faire, donc peut-être qu'il va falloir aller encore plus loin que la loi de 2022 sur ce sujet. Et puis surtout, il y a d'autres dispositifs en héritage qui continuent à se poursuivre sans avoir besoin d'une loi. Je pense à des dispositifs comme les 30 minutes d'activité physique quotidienne ou les clubs inclusifs sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Donc, sur ce sujet des comportements, et il y avait aussi le rapport, évidemment, que vous avez porté, mais je vous regarde, Madame Bellamy, sur ces sujets d'intégrité. Nous allons vraiment les traiter dans le cadre de cette réflexion avec les fédérations le 24 mars. Vous avez parlé du sujet de la santé des jeunes. Vous êtes plusieurs à vous être prononcés sur ce sujet. C'est évidemment un sujet d'importance et un sujet qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel on va travailler au sein du ministère. La première chose peut-être, c'est de vous dire que les 30 minutes d'activité physique quotidienne sont une priorité et sont bien à l'agenda de la ministre de l'Éducation nationale. Je l'ai évoqué avec elle et la DGESCO, la direction des programmes, mobilise bien des formateurs auprès des conseillers pédagogiques, auprès des enseignants, pour qu'ils mettent en place ces 30 minutes d'activité physique quotidienne. Les chiffres de l'Éducation nationale vont être réactualisés tout prochainement à l'occasion de la semaine olympique et paralympique, donc on aura sûrement un chiffre plus élevé que celui que vous évoquiez, monsieur le député. Et donc je vous laisse attendre le début avril pour avoir ce bilan. Mais en tout cas, c'est une direction, la généralisation, qui est vraiment travaillée par l'Éducation nationale et qui attire évidemment mon attention. Vous citiez, monsieur Castiglione, je crois, les 2 heures de sport au collège, qui était une bonne idée, effectivement, pour apporter une réponse à la sédentarité des adolescents. Cela dit, le rapport qui a été publié pour analyser les effets de cette mesure ne sont pas tout à fait au rendez-vous. Les résultats ne montrent pas, en fait, que ce dispositif répond aux enjeux de sédentarité des enfants qui en ont le plus besoin, puisque c'est les enfants qui sont déjà sportifs qui font les 2 heures au collège. Donc, ce sont des enfants qui sont déjà à l'UNSS, qui sont déjà en club, qui aiment déjà l'EPS, finalement, qui participent à ces 2 heures de sport au collège. Pour autant, la problématique de l'activité physique et sportive des enfants en surpoids est essentielle, et c'est pour ça que nous menons une réflexion aujourd'hui pour le PLF 2026 sur l'adaptation de ce dispositif pour mieux répondre à la problématique de la sédentarité des jeunes, et notamment en nous appuyant sur une mesure aussi qui est née
dans le cadre de l'héritage des Jeux de Paris 2024, testés au sein de l'Académie de Créteil, qui sont des tests physiques à l'entrée en 6e pour pouvoir identifier les élèves qui ont une problématique de surpoids et qui nécessitent d'être beaucoup plus actifs. Et donc, j'ai déjà saisi M. Neuder, le ministre de la Santé, sur ce sujet, et l'Éducation nationale. Nous avons travaillé pour l'année prochaine à un nouveau dispositif axé sur, en particulier, les enfants qui en ont le plus besoin, puisque c'est là qu'il faut porter l'effort. Vous citiez également, l'un d'entre vous, je crois que c'était vous, monsieur le député des Hauts-de-France, de la situation où il y a une prégnance de l'obésité en Hauts-de-France. C'est le territoire également dans lequel nous allons passer à l'échelle un article 51, pour ceux qui connaissent un peu les sujets de sport-santé. L'article 51 permet de tester des dispositifs et donc il s'agit d'un dispositif qui s'appelle As du cœur, qui est dédié aux malades de maladies cardiovasculaires, ou en tout cas aussi à la prévention des maladies cardiovasculaires. Et parce que la région des Hauts-de-France est la région où il y a le plus de malades qui souffrent de maladies cardiovasculaires, nous allons tester cette mesure pour envisager une généralisation à terme à toutes les régions de France. Mais déjà en Hauts-de-France, nous allons de nouveau avec M. Neuder porter un effort particulier. Sur le rythme scolaire, je vous laisse peut-être évoquer la question avec la ministre de l'Éducation nationale. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le cadre de mes missions qui mêlent sport, vie associative et jeunesse, j'ai à cœur évidemment d'intégrer davantage de sport dans la continuité éducative et donc dans les temps périscolaires pour favoriser vraiment l'activité physique des jeunes. Parce que vous le savez, à cet âge-là, entre 6 et 11 ans, et même 18 ans, c'est bien 1 heure d'activité physique au quotidien qu'il faut faire, plus une activité plus soutenue au moins 1 fois par semaine. Voilà pour les sujets sport-santé. Sur le sujet peut-être du handicap, pour rester un peu sur le sujet très sport, je voulais vous dire que là aussi, il y a des avancées qui sont liées à l'héritage des Jeux. Dans le cadre de l'héritage des Jeux, nous avons mis en place des nouveaux dispositifs, donc les 30 minutes d'activité physique quotidienne se déploient dans les ESMS, donc à l'attention des enfants pour qu'eux aussi soient plus actifs et prennent le goût de la pratique sportive. Il y a maintenant un référent sport dans chaque ESMS. Ça, c'est une véritable avancée pour vraiment intégrer l'activité physique au quotidien des élèves dans ces ESMS. Et puis, il y a aussi un dispositif qui marche très bien, porté par le Comité paralympique français, qui est des activités sportives opérées par des clubs locaux dans les ESMS pour encourager, pour faire découvrir ces sports aux enfants en ESMS et leur donner envie de rejoindre le club. Donc ça aussi, c'est une dynamique qui est en cours et qui est très importante. Toujours avec le CPSF, nous avons aussi à cœur de développer la pratique sportive pour les femmes en situation de handicap. Et j'ai participé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, à la première conférence des parasports féminins, parce que nous avons effectivement un décalage fort entre la pratique du sport entre les femmes et les hommes chez les personnes en situation de handicap, et il faut y remédier. Et donc il y a une feuille de route qui a été écrite et qui maintenant va se déployer et qui a évidemment tout mon soutien. Autre sujet, je les prends un peu en vrac, le sujet du football peut-être. Toujours sur le sport, donc le football, il y a plusieurs choses. Il y a une crise conjoncturelle, c'est la crise qui est arrivée, vous l'avez cité, avec le mécontentement du diffuseur DAZN, qui a menacé de ne plus verser les droits télévisuels à la Ligue de football professionnel et qui elle-même ne peut pas les verser aux clubs, mettant en péril le modèle économique des clubs. Donc ça, c'est une crise conjoncturelle, mais qui traduit finalement, c'est ce que je disais dans mon propos, une crise plus structurelle, puisque nos clubs sont beaucoup trop dépendants des droits télé. Ils sont également dépendants des droits de mutation, enfin des transferts des joueurs. Et donc c'est pour ça que j'ai salué et soutenu, en participant à l'ouverture, la mise en place d'états généraux au sein du football professionnel, à l'initiative du président de la Fédération française de football. Il a été décidé de mettre 3 groupes de travail en place. Un groupe de travail autour de la gouvernance, un groupe de travail autour du modèle économique des clubs pro, et puis un groupe de travail sur les outils de régulation pour être moins dépendant à la fois des transferts et des droits télé. Ces travaux doivent se mener assez rapidement. Ils ont été lancés. La clause de revoyure est prévue fin avril. En tout cas, ce sujet, évidemment, attire toute mon attention. J'ai aussi attiré, à l'occasion de l'ouverture de ces états généraux, les clubs, je les ai appelés à leur responsabilité. D'abord sur l'image du football, pour d'abord apporter mon soutien, comme je disais tout à l'heure, aux arbitres. Et j'ai alerté les clubs sur leur responsabilité pour
pour veiller en tant que président, en tant qu'entraîneur, en tant que joueur. Le sport professionnel a une responsabilité d'exemplarité et évidemment les instances du foot là aussi doivent mener et prendre des décisions qui doivent être dissuasives. Et je crois que les récentes décisions de la commission de discipline l'illustrent assez clairement. Donc ça c'est important, il faut redorer l'image du football. Le football est une locomotive pour le foot amateur et évidemment les agissements déplorables du football professionnel sont perméables dans le football amateur et c'est inadmissible. J'ai aussi appelé les présidents de clubs à leur responsabilité aussi pour gérer cette crise, encore une fois structurelle, trouver des solutions dans une approche collective et non plus individuelle. Je les ai aussi appelés à ne plus déballer leurs sujets dans les journaux et à évoquer leurs dissensions par médias interposés, mais plutôt à être constructifs et être autour de la table pour trouver des solutions. Et je les ai aussi appelés à la solidarité pour que les solutions qu'ils trouvent soient des solutions de solidarité pour que notre championnat soit de bonne qualité, puisse trouver évidemment un diffuseur, un modèle économique vertueux et puis surtout enthousiasme les Français, puisqu'encore une fois on est un peuple de football et on a besoin de voir des clubs français en bonne santé financière mais aussi performants sportivement. Donc voilà pour le football professionnel. Sur les violences, peut-être le dernier sujet. Là aussi, je travaille sur ce sujet, notamment avec mes collègues de l'Intérieur et de la justice. L'approche qui est vraiment voulue par le gouvernement, c'est d'avoir une approche sur des sanctions individuelles davantage que collectives. Là aussi, on doit jouer un maximum sur le rôle dissuasif des sanctions que nous qui pourraient être prises pour sanctionner des agissements. Donc ça, c'est important. Et donc, ça nécessite évidemment beaucoup de collaboration entre l'Intérieur et la justice pour documenter la justice, évidemment, pour qu'elle puisse prendre des sanctions individuelles. Donc ça, c'est un travail assez conséquent. Et donc, ça s'est traduit par, l'envoi d'une circulaire que nous avons signée la semaine dernière avec M. Retailleau à tous les préfets pour leur rappeler les outils qui sont à leur disposition pour encadrer l'avant-match, le match, l'après-match, notamment auprès des supporters et pour s'assurer d'un climat serein autour et pendant les rencontres sportives. Et puis nous allons signer très prochainement une convention avec la Ligue de football professionnel, ministère des Sports, Intérieur et Justice, pour rappeler chacun à ses responsabilités, clarifier aussi ses responsabilités et afin, encore une fois, de pouvoir nous donner les moyens d'aller vers des sanctions individuelles qui pourront avoir cet effet dissuasif que nous attendons. Encore une fois, j'ai aussi appelé tous les dirigeants de clubs de veiller à transmettre à leurs associations de supporters qu'aujourd'hui c'est tolérance zéro du côté de l'État et qu'il convient de bien se comporter pour, encore une fois, dans ce contexte compliqué pour le football professionnel, ne pas abîmer l'image du football et pour aussi avoir cette image positive auprès du foot amateur et des amateurs de football. Voilà sur le football. Sur la vie associative, peut-être vous êtes deux députés, je crois, à avoir mentionné la loi que vous avez votée l'année dernière et le sujet des décrets d'application. Donc sur ce sujet précisément, il y a du coup, deux décrets qui ont déjà été publiés, le décret Vie Asso, le décret Guide Asso, le 5 décembre dernier, pour voilà, bien déployer ce dispositif. Il y a aussi un décret qui a été publié le 21 février sur les dons de congés, pour que dans les entreprises, les salariés puissent donner des jours de congé à des collègues qui peuvent mener des missions bénévoles dans des associations, 3 jours de congé. Ce qu'il reste effectivement à publier, c'est les décrets sur l'octroi de prêts par des organismes à but non lucratif aux associations et l'octroi de trésorerie par des organismes à but non lucratif aux associations de nouveau. Voilà, mais c'est là. Donc, ce qui est prévu, c'est de fusionner ces deux décrets, d'en faire qu'un seul. Et donc, ça, ce dispositif-là, il est piloté au sein du service banque et financement d'intérêt général de la Direction générale du Trésor. Les informations que j'ai, c'est que ce décret est en cours de consolidation. On espère une transmission du décret en Conseil d'État en avril, donc très prochainement, pour pouvoir évidemment recueillir les avis du Haut Conseil à la vie associative et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière prochainement, pour pouvoir évidemment traduire cette loi que vous avez votée il y a effectivement plus d'1 an. Donc voilà sur le sujet des décrets. Le sujet peut-être des... pardon.
de l'ANS, l'Agence nationale du sport. Vous êtes un certain nombre aussi peut-être à avoir évoqué le sujet de l'ANS. Donc effectivement, sur la haute performance, je crois que l'ANS a montré tout son talent et nous avons eu de belles médailles pour en parler encore mieux que des mots. Le sujet sur lequel nous travaillons, effectivement, je vous rejoins, c'est l'optimisation du volet territorial et notamment sur le volet des équipements sportifs où nous sommes en train effectivement de réfléchir. Vous le savez aussi, au niveau de l'État, il y a un enjeu aussi de simplification, un enjeu aussi d'optimisation de l'action publique. Et donc, à ce titre-là, nous questionnons aussi en ce moment au sein de l'agence, auprès des acteurs qui travaillent avec l'agence. Et donc, j'ai eu l'occasion récemment de rencontrer toutes les associations d'élus, AMF, ARF, ADF. Ce sont des questions que j'ai évoquées avec eux pour qu'on puisse trouver le point de sortie et d'amélioration, en tout cas, du fonctionnement de l'agence. L'objectif, vous l'avez aussi compris dans mon propos tout à l'heure, c'est de positionner l'agence plutôt comme un opérateur stratège qui vient aussi apporter de l'innovation et qui vient outiller les acteurs de terrain pour laisser la décision aux acteurs de terrain. Ce qui est important, et je crois que ça a été aussi une des questions, oui, je crois que c'est vous, Madame Bellamy, sur la ruralité, c'est que nous devons aussi davantage travailler au sein de l'agence et avoir une approche territoriale pour pallier les carences. Et donc vraiment, ça c'est peut-être une politique qu'on va lancer, d'avoir une approche nationale pour travailler sur les territoires carencés qui en ont le plus besoin. Et donc que l'agence ne soit pas seulement en réponse à des demandes qui viennent de façon volontaire et auprès d'elle, mais qui soit aussi un lieu pour impulser des décisions des acteurs pour pallier ces carences. Donc il y a des grandes diagonales du vide sur les équipements sportifs et donc il faut que l'on travaille sur ce sujet-là avec une attention particulière dans les prochains mois sur le sujet des piscines. Vous ne l'avez pas évoqué, mais je sais que c'est un sujet aussi qui vous préoccupe beaucoup et donc on va avoir cette réflexion. Là aussi, je l'ai partagé avec les associations des collectivités, comment l'agence et l'État peuvent mieux répondre à ces territoires carencés, comment on peut mieux exploiter les données, data ES, tous les outils que l'on a aujourd'hui qui nous permettent de faire des photographies de la situation, comment on peut derrière mener une politique pour répondre à ces problématiques. À quoi je n'aurais pas répondu? Le sujet peut-être de la laïcité, je crois, qui m'a été aussi posé. Alors, sur la laïcité, le sujet, évidemment, a été d'actualité puisqu'il y a eu ce vote au Sénat. Moi, ce que je souhaite dire sur ce sujet, c'est que c'est un sujet sur lequel, évidemment, mon ministère est pleinement mobilisé. L'objectif du ministère des Sports, bien évidemment, c'est de donner l'accès à la pratique sportive à toutes et tous. Et nous avons aussi la conviction que le sport est un outil d'émancipation pour toutes et tous, c'est essentiel. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons publié récemment un guide, donc si vous ne le connaissez pas, on pourra vous l'adresser peut-être, Madame la Présidente, qui permet de donner une meilleure compréhension donc aux associations sportives, mais aussi aux comités départementaux, aux ligues régionales, sur les enjeux de laïcité pour mieux faire face aux situations qu'elles rencontrent, parce que parfois, il y a des confusions et des amalgames. La laïcité ne se résume pas au fait de porter ou non le voile. La laïcité et le port du voile, pardon, ce n'est pas de l'entrisme et l'entrisme ne se résume pas non plus au port du voile. Donc ces sujets sont compliqués. Il y a dans ce guide un certain nombre de cas pratiques qui permettent vraiment au tissu associatif d'avoir des réponses très concrètes et qui vont permettre de déminer bon nombre de situations parce que quand on met les sujets sur la table, je vous assure qu'il y a beaucoup de pragmatisme et il y a beaucoup de réponses très simples à apporter. Les sujets de radicalisation dans le sport sont un autre sujet que le sujet du port du voile et d'un signe religieux dans le sport. Donc moi, je souhaite vraiment et très fermement faire la différence entre ces deux enjeux. C'est évidemment tolérance zéro pour tous les actes d'entrisme dans le sport, mais attention aux amalgames, il ne faut pas tout mélanger. Madame la ministre, nous vous remercions. Alors, nous allons passer maintenant à un exercice qui va être un peu compliqué pour vous, peut-être. Nous sommes en phase d'expérimentation de une question, une réponse. Donc, il va falloir répondre en 1 minute à chacune des questions. Nous commençons donc par la première question, celle de Julien Audoul. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, votre mandat marquera-t-il la fin du sport républicain? Avec Caroline Yadan, nous avons présenté un rapport accablant sur l'islamisme et le communautarisme qui gangrènent nos clubs et fédérations. Le constat est limpide. Pendant que vous prônez l'inclusion, l'islam politique impose ses règles.
Des équipes refusent de serrer la main aux femmes arbitres. Des joueuses militent pour porter le voile et obtiennent des certificats médicaux pour le faire, quand d'autres y sont contraintes par leur entourage. Des clubs imposent des horaires genrés dans des établissements publics. Des vestiaires se transforment en salles de prière. Et vous, Madame la Ministre, vous faites l'autruche. Circuler, il n'y a rien à voir, ce n'est pas votre priorité. Ce ne sont pas des dérives isolées, Madame la Ministre. C'est un projet pensé, structuré, méthodique. Les frères musulmans l'ont théorisé. Infiltrer le sport, c'est conquérir les esprits, imposer des normes, créer des bastions de séparatisme. Aujourd'hui, ce projet anti-républicain avance au grand jour. Jusqu'où allons-nous reculer? Jusqu'à quand allons-nous tolérer? Madame la Ministre, allez-vous enfin vous réveiller et imposer l'interdiction des signes religieux et politiques ostensibles dans les compétitions sportives, ou préférez-vous laisser les fédérations subir la loi islamiste sur notre terrain? Madame la Ministre. Donc, je reparle de ce sujet. Je veux être claire sur le sujet. Je vous le redis, il ne s'agit pas de faire des raccourcis sur ce sujet. Et disons les choses clairement, ce que vous visez, c'est le voile islamique. On est d'accord. En fait, est-ce que le voile islamique résume l'entrisme? La réponse est non. Il y a des femmes qui exercent leur liberté religieuse, comme la loi de 1905 l'autorise. Dans notre pays, que ça nous plaise ou non, c'est comme ça, et elles en ont le droit, et c'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de démocraties. Mais je ne suis pas naïve, il y a aussi des situations où il y a des femmes voilées qui participent de façon contrainte ou délibérée à ce qu'on appelle l'entrisme. C'est inacceptable et nous devons combattre ceux qui utilisent cette ouverture pour imposer leur idéologie. Là, nous sommes d'accord. Mais est-ce que l'entrisme se résume au port du voile? Je vous le redis, la réponse est non. Je n'accepte pas que l'on refuse de serrer la main à une femme, évidemment, dans le sport. Je ne tolère pas qu'on stoppe un match pour faire une prière. Ça, c'est non, c'est clair. Mais combattre ces dérives, c'est accompagner les acteurs de terrain. Et de nouveau, c'est pour ça que nous avons produit ce guide. Je vous encourage à le regarder, car il y a beaucoup de réponses au sujet que vous évoquez. J'en profite aussi pour dire, il me reste 5 secondes, que j'ai bien relu votre rapport. Et il y a beaucoup à redire sur les volumes de situations d'entrisme que vous évoquez. En tout cas, moi, je n'ai pas les mêmes chiffres, donc je suis à votre disposition pour que nous en parlions. Je vous remercie. Nous passons maintenant à Graziella Melchior. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous avez été l'une des clés de la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et je vous en remercie. Vous avez également contribué de manière décisive à faire de ces JOP les premiers Jeux à afficher une stricte parité entre les athlètes, mais aussi dans la diffusion des épreuves. Dans cette commission, nous parlons régulièrement de l'héritage des Jeux Olympiques et il se pose aussi naturellement en matière de féminisation du sport. Comme en atteste un rapport de nos collègues Véronique Rioton et Stéphane Viry de juin 2024, la pratique du sport par les femmes, tant au niveau amateur que professionnel, rencontre encore de nombreux obstacles. Se pose par exemple la question de l'équité en matière de subventions. J'ai pu le constater très directement quand l'édition 2025 du Bretagne Ladies Tour a dû être annulée du fait du manque de subventions. Cette course cycliste est financée par les collectivités territoriales et certaines lui avaient accordé 2 fois moins de subventions par rapport à son équivalent masculin. Plus largement, Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer quelles sont vos priorités pour soutenir et développer la féminisation du sport? Je vous remercie. Merci pour cette question qui, effectivement, me permet de dire que ce sujet est prioritaire dans ma feuille de route. Plusieurs choses, je vous le disais tout à l'heure, dans le cadre des PSF, donc les plans sportifs fédéraux qui sont financés par l'État via l'Agence nationale du sport, on demande aux fédérations de doubler les moyens pour accompagner la féminisation de la pratique sportive, pour vraiment travailler sur le levier entre 38% et 50% pour qu'on ait la parité chez nos licenciés ES et EES. Le sujet que vous évoquez à l'instant, quand même, mérite d'être connu au sein de toutes les collectivités, de tous les acteurs, pour vraiment poser la question, comme vous la posez, est-ce normal de financer une compétition masculine et pas une compétition féminine? Et moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est shame on you. On doit collectivement tous se révolter sur ce genre de pratique. Et donc, je serai la première à le dire. Non, mais c'est... Oui. Honte à vous. En tout cas, c'est un sujet d'importance. Et sachez que je suis évidemment très attentive sur les subventions qui sont de ma responsabilité pour qu'il y ait plutôt des subventions en faveur de la pratique des femmes et de leur médiatisation. Et c'est notamment le fonds d'audiovisuel qui finance que des compétitions féminines, par exemple. Merci Madame la Ministre. Alors, si les commissaires commencent à interrompre la ministre alors qu'elle n'a qu'une minute, ça ne va pas aller. Hein. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Rodrigo Arenas. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, d'abord tenir à vous remercier sur les propos clairs et sans équivoque que vous tenez sur un rapport parlementaire qui a eu bien de la défiance auprès des membres, des commissaires de cette commission. Mais
Sur un autre sujet, face à ce que le président de la République a qualifié d'accélération des périls, manifestement, il a fait un rêve, celui de mobiliser davantage de jeunes volontaires venus renforcer nos armées. Un rêve qui ne se cache plus derrière le voile du SNU, mais qui s'affiche désormais clairement comme un véritable discours va-t-en-guerre dont les premières victimes seront nos enfants. Le général Vincent Desportes, d'ailleurs, l'a déclaré, pour augmenter les capacités de défense de la France, il va falloir trouver de nouvelles ressources et donc faire appel à des volontaires. C'est juste. Nous assistons à la mise en place d'une véritable propagande de guerre dans notre pays et je vous demande, Madame la Ministre de la Jeunesse, si votre ambition ne serait pas plutôt de carrément recréer une conscription pour mettre en place votre projet, à savoir transformer nos jeunes en chair à canon dans une guerre qui ne se fait plus de la même façon que nous les lisons dans les films d'histoire. Alors, je vous le disais tout à l'heure, l'objectif de la transformation du SNU, c'est plutôt de réfléchir collectivement à renforcer un dispositif d'engagement de la jeunesse. Donc là, ce qui est important, c'est de penser... Attendez, pardon, Madame la Ministre. Oui, mais s'il vous plaît, on va laisser la Ministre répondre. Voilà, merci. Merci bien. Donc, je vous disais que mon sujet, moi, c'était de contribuer à la réflexion sur le SNU, puisque le SNU est bien dans mon périmètre et dans le périmètre du ministère, puisque pour moi, ce qui est important, c'est de penser l'avenir du SNU pour renforcer des dispositifs d'engagement de la jeunesse. C'est bien ça dont j'ai la responsabilité. Et donc, comme je vous l'ai dit, je souhaite aussi associer la représentation nationale à ces réflexions. C'est important parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont envie de s'engager. C'est aussi un sujet qui nous remonte dans le cadre des publications de l'INJEP. Il y a beaucoup d'envie chez les jeunes de s'engager, on le voit aussi avec le service civique, et donc du coup il faut que nous soyons force de proposition auprès d'eux. Je vous remercie. Nous passons à la question de Claudia Rouault. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, dans un contexte de ressources rares pour le sport français et pour l'ANS, je souhaite vous interroger sur l'attribution du marché d'analyse de l'occupation des équipements sportifs initié par votre ministère et l'ANS. Il semblerait que des irrégularités aient été constatées dans la conduite de la procédure et l'application des critères de sélection. Le ministère des Sports et votre prédécesseur ont été saisis par courrier sur cette attribution. Afin d'éviter tout malentendu et de répondre aux légitimes interrogations des groupements évincés, pouvez-vous nous dire si la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a été saisie sur un éventuel conflit d'intérêts? Par ailleurs, dans nos communes, les salles de sport sont surexploitées. Les besoins en équipements nouveaux sont prégnants, mais l'argent manque. À l'avenir, ne serait-il pas plus opportun d'aider financièrement les collectivités à les construire plutôt que de dépenser de l'argent public pour des études souvent très coûteuses dans un contexte de nécessaire maîtrise des finances publiques? Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons maintenant à Céline Calvez. Non, pardon. Oh là là, vous voyez les mauvaises habitudes. Madame la Ministre, pardon. Alors, peut-être que tout le monde n'a pas tous les contours de votre question, mais il s'agit d'un appel d'offres qui a été lancé par le CREPS, donc de Nantes, et c'est ça. Et donc, cette procédure, aujourd'hui, est allée au bout. Pour nous, il n'y a pas eu d'irrégularité constatée. Maintenant, effectivement, il y a une contestation de ce sujet, donc j'encourage les contestataires à saisir la justice, mais en tout cas, pour ce qui concerne l'enquête que nous avons pu mener au sein du ministère, la procédure est valable. Si la Haute Autorité avait été saisie et la dernière sur les études nombreuses. Alors, pardon, excusez-moi, je n'ai pas répondu. Oui, non, ce n'est pas vraiment l'AFA qu'il faut saisir sur ce sujet, c'est plutôt la justice. Oui, il y avait une sous-question avec les études, non? Sur les études. Oui. En fait, c'est effectivement très utile et oui, vous avez raison. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs qu'a été lancé cet appel d'offres. Nous avons besoin, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, d'avoir des outils d'analyse et d'aide à la décision pour pouvoir travailler notamment sur l'objectif de pallier les carences d'équipements sportifs par territoire, par exemple. Merci. Céline Calvez, à vous, c'est à vous. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, alors que la loi visant à démocratiser le sport en France a célébré son 3e anniversaire le 2 mars dernier, il apparaît essentiel, et notamment pour la rapporteure que je fus, de rappeler son existence et d'en garantir la pleine application afin de favoriser une plus grande pratique du sport dans notre société à l'heure où les JOP de Paris 2024 ont impulsé une réelle dynamique en ce sens. Vous êtes déjà revenu sur le volet gouvernance en réponse à des questions sur le sport féminin. Nous avons pu en mesurer les effets lors de la conférence de suivi de la
feuille de route sport féminin à laquelle nous avons tous deux participé vendredi dernier. Vous nous parlez d'une réunion du 24 mars. Nous serons particulièrement attentifs à la mise en place de ce qui permet le renouvellement, notamment la limite des cumuls de mandats dans le temps ou encore des modalités de vote. Mais je voulais revenir sur le développement de la pratique. La loi contient des dispositifs dans les établissements sociomédicaux, dans les écoles, dans les collectivités locales. À votre connaissance, ces dernières se sont-elles saisies des plans sportifs locaux? Les collectivités ont-elles bien procédé à l'aménagement d'accès indépendant aux équipements sportifs des écoles, collèges ou lycées lors de leur construction et rénovation? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Alors sur la loi de 2022, vous l'avez compris, on va faire ce bilan donc le 24 mars avec les fédérations moi je vais vraiment être attentive sur un point essentiel que vous avez souligné en filigrane, celui de l'accès des femmes aux plus hautes responsabilités. Et donc il faut effectivement peut-être être beaucoup plus ambitieux et un peu plus volontariste sur le sujet. Pourquoi pas des coprésidences? On voit qu'il y a des fédérations, on a tous quelques témoignages la semaine dernière qui y répondent. Sur le sujet de l'accès au sport, aux équipements sportifs, oui, les nouveaux équipements, les nouveaux collèges, lycées ont bien cette ouverture directe pour le grand public qui permet d'éviter l'obligation de demander l'autorisation du chef d'établissement pour utiliser soir et week-end l'équipement sportif. Mais pour ce qui est des anciens, vous me donnez l'occasion de vous parler d'un sujet sur lequel je pèse de tout mon poids auprès de l'Éducation nationale, c'est celui de l'ouverture des équipements sportifs dans les lycées et les collèges. Et je ne peux que vous demander votre aide pour vraiment convaincre les chefs d'établissement d'ouvrir ces équipements sportifs. C'est nécessaire, on a besoin de terrains de sport et nous en avons et ils dorment le soir et le week-end. Je vous remercie. Avec normalement votre pouvoir de conviction, je pense que ça peut marcher là. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à Pierrick Courbon. Ah pardon. Très bien. Merci. Bonjour Madame la Ministre. Je souhaite revenir sur le sujet du supporterisme dans le football et notamment sur les procédures de dissolution qui viseraient aujourd'hui plusieurs associations de supporters, en particulier dans ma ville de Saint-Étienne, à rebours de ce que vous venez de dire sur la priorité qui serait donnée à des sanctions individuelles. Ces associations, vous le savez, jouent un rôle majeur dans l'organisation et l'encadrement d'animation dans les tribunes populaires. Alors pouvez-vous déjà nous confirmer que ces procédures sont engagées et le cas échéant, quelle est votre position sur ce sujet? Le stade Geoffroy-Guichard, le Chaudron à Saint-Étienne, ne se dissoudra pas. J'attire votre attention sur le fait que cette volonté purement politique relève typiquement de ce qui est une fausse bonne idée. Bien évidemment, on ne peut que souscrire à la nécessité de lutter contre la violence dans et aux abords des stades, mais cette dissolution serait une très mauvaise réponse à un vrai enjeu. En termes de sécurité publique, la présence de cadres et d'interlocuteurs identifiés est jugée indispensable par les clubs et par les acteurs de la sécurité. La dissolution de ces associations dégraderait de façon évidente la capacité à réguler les conflits en tribune et à juguler les comportements individuels répréhensibles. Je vous demande, Madame la Ministre, de bien vouloir entendre cette réalité. Vos propos l'illustrent très bien. Le sujet est complexe. Il n'est vraiment pas simple. Mais aujourd'hui, il faut en parler. Et c'était d'ailleurs tout l'enjeu de ma rencontre la semaine dernière avec Bruno Retailleau. Nous avons largement évoqué ce sujet sous les différents angles que vous avez soulevés. Et évidemment, il faut à la fois sanctionner les actes qui sont délictueux. Et donc là, il faut qualifier ces actes. Et donc là, sur le sujet de la dissolution, il y a une enquête en cours. Et il y a effectivement certaines associations qui sont aujourd'hui source d'investigation du côté du ministère de l'Intérieur. Il y aura une procédure contradictoire pour que les associations de supporters puissent répondre sur ces sujets-là. Mais nous avons bien insisté avec M. Retailleau et nous en étions d'accord que la solution la plus pertinente reste la sanction individuelle. Et donc du coup, c'est la piste privilégiée. Pour autant, pour les actes passés, il peut y avoir la nécessité d'avoir des sanctions collectives, mais de façon marginale. L'objectif, encore une fois, c'est vraiment la sanction individuelle. Je vous remercie. Nous passons maintenant à Laurent Croisier. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Nous aurons la chance d'accueillir les Jeux Olympiques d'hiver en 2030, qui seront une nouvelle fois l'occasion de faire briller la France. Et je tiens à ce titre à ce que ces Jeux rayonnent sur l'ensemble des territoires, comme Paris 2024 a su brillamment le faire. Michel Barnier a récemment évoqué la possibilité d'intégrer le cyclo-cross aux épreuves olympiques. Je pense que c'est une excellente idée, alors pas seulement parce que je suis le député de la ville de Besançon qui se distingue par la brillante organisation d'une manche de Coupe du Monde de cyclocross, c'est une excellente idée tout d'abord parce que le cyclocross est une discipline populaire et spectaculaire qui se pratique en hiver et qui n'aurait pas sa place dans aucune autre Olympiade, et ensuite parce que l'intégration du cyclocross ouvrirait la voie à une réflexion plus large
sur l'avenir des épreuves olympiques d'hiver dans le contexte de changement climatique que nous connaissons. Alors j'aimerais connaître votre réflexion, votre position et comment vous pourriez convaincre le CIO, puisque selon la charte olympique, seuls les sports sur la neige ou sur glace sont considérés comme des sports d'hiver. Merci pour votre question qui nous ouvre des horizons effectivement très enthousiasmants. Alors oui, les Alpes 2030 ont une opportunité d'avoir des épreuves additionnelles qui ne sont pas au programme classique des Jeux, et le cyclocross pourrait rentrer dans ce programme-là. Les discussions sont en cours. Aujourd'hui, il y a un temps pour positionner la carte des sites pour les compétitions officielles et penser les nouveaux sports additionnels, le tout devant rentrer évidemment dans l'épure budgétaire et le budget prévu par le comité d'organisation. Donc ça, c'est important, c'est vraiment un élément à prendre en compte. Et vous avez raison, il y a aujourd'hui des discussions autour du cyclocross parce que ça amène aussi un autre public. Ça permet aussi d'envisager la montagne différemment que sous la neige, puisqu'on mettrait à l'honneur aussi des disciplines qui peuvent se dérouler en dehors des saisons hivernales et sur l'été. Et donc ces ponts entre les sports d'hiver et les sports d'été à la montagne ont un grand intérêt. Donc je ne vais pas préjuger des décisions qui vont être prises, je préfère le dire, mais en tout cas c'est un axe de travail sur lequel chacun a à cœur de travailler. Je vous remercie. Nous passons maintenant à Philippe Fay. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, après le succès incontestable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, eh bien, la France doit s'affirmer comme une véritable nation sportive, autant dans le domaine de la compétition que dans l'activité physique du quotidien, pour tous nos concitoyens. Les activités physiques et sportives doivent être intégrées à toutes les périodes de la vie, dès le plus jeune âge, à l'école, sur le temps de travail, jusqu'au grand âge. Au-delà de la performance, c'est un enjeu de santé publique majeur. Santé mentale, bien-être, équilibre, c'est aussi la lutte contre le surpoids et l'obésité. On y revient. Je milite d'ailleurs sur ce dernier point pour que ce soit reconnu grande cause nationale. Effectivement, un Français sur deux aujourd'hui est en situation d'obésité et de surpoids. Ce chiffre est alarmant et doit nous conduire à une mobilisation sans précédent. Madame la Ministre, face à cet enjeu de société, quels moyens le gouvernement entend-il mettre en œuvre pour faire du sport un véritable levier de prévention et de lutte contre l'obésité? Merci. Je partage évidemment vos propos et l'objectif. Ce que je peux vous dire pour répondre, c'est qu'avec M. Neuder, le ministre de la Santé, nous nous sommes donné trois objectifs et 3 champs de collaboration. Le premier, je vous le disais, c'est de changer d'échelle, une expérimentation qui a eu lieu autour des As du cœur, qui sont des activités de prévention, en fait, de soutien à la prévention aux maladies cardiovasculaires, et donc qui touchent en particulier les personnes en surpoids à l'échelle de la région des Hauts-de-France, qui connaît le plus de cas de personnes en surpoids ou obèses. Le deuxième axe de travail, c'est celui du soutien aux maisons sport santé, comment on peut aussi renforcer le modèle économique des maisons sport santé, et nombre d'entre elles, vous le savez, travaillent sur l'activité physique adaptée pour tous les publics qui sont éloignés de la pratique, y compris celles en surpoids, mais aussi les personnes du grand âge. C'est aussi un sujet pour réduire les défauts d'autonomie chez les personnes âgées. Et puis, le troisième axe, c'est pour les enfants, je vous le disais tout à l'heure, les jeunes, ce dispositif que nous voulons explorer, de tests de forme pour les enfants à l'entrée en 6e, pour pouvoir leur proposer une activité physique là aussi adaptée, parce qu'ils sont en surpoids, parce qu'ils sont en mauvaise santé, pour leur donner le goût de l'activité physique et le goût à terme du sport, pour avoir une activité physique sportive régulière. Donc c'est vraiment ces 3 axes sur lesquels nous travaillons et la feuille de route que nous nous sommes donnée avec le ministre de la... Je vous remercie. Madame Béatrice Piron, c'est à vous. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été un moment historique pour la France, avec une ambition forte, laisser un héritage durable, notamment en matière d'inclusion par le sport. De nombreuses associations jouent un rôle clé dans cet objectif en proposant des activités adaptées aux personnes en situation de handicap, mais encore faut-il qu'elles soient connues du plus grand nombre et qu'elles puissent attirer les publics concernés. Par exemple, en Ile-de-France, on comptera prochainement 3 terrains dédiés au cécifoot, dont un issu de l'héritage des Jeux qui s'installe en ce moment dans ma circonscription. Il est donc essentiel de faire connaître ces dispositifs d'inclusion afin de favoriser une plus large participation. Si des outils comme le handi-guide des sports existent pour recenser l'offre, la question de la visibilité et de l'accès à l'information reste entière. Envisagez-vous de renforcer
l'information sur ces lieux et dispositifs d'inclusion auprès des personnes en situation de handicap? Est-il possible d'obtenir des aides au déplacement pour ces personnes afin que chaque Français puisse pratiquer un sport qui lui plaise? Merci. Sur ce sujet, le Conseil interministériel au handicap qui s'est tenu il y a 2 semaines, je crois, était un moment important pour pouvoir donner un maximum de visibilité aux personnes en situation de handicap sur l'ensemble des sujets qui les intéressent, et y compris le sport. Et donc le sport a pris toute sa place dans ce CIH, et j'ai pu rappeler justement tous les outils qui étaient à disposition, à la fois le guide que vous évoquez, mais aussi celui qui recense les pratiques sportives, mais aussi le dispositif Club Inclusif. En tout cas, on a donné un écho médiatique à toutes ces possibilités de pratiquer du sport. Et puis, on a aussi fait connaître aux personnes en situation de handicap les opportunités aujourd'hui, notamment pour se doter de matériel sportif, notamment gratuit, jusqu'à 2 400 €, voire plus, avec autorisation de la CPAM. Donc aujourd'hui, il y a vraiment des opportunités, mais vous avez raison, il faut les faire connaître et on a besoin de parler de ces sujets. Donc moi, je participe à pas mal de conférences sur le sujet et avec mon ministère, nous communiquons auprès du mouvement paralympique, mais aussi pour toucher les personnes en situation de handicap. Je vous remercie. Nous donnons la parole maintenant à Florence Herouin-Léautey. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Lorsque j'ai mené pour notre commission les auditions sur le budget consacré à la jeunesse et la vie associative, nous avons identifié alors que 80 millions d'euros d'augmentation annoncée à l'époque n'étaient en fait qu'un trompe-l'œil. Une opération visant à réabonder la trésorerie de l'agence au sein du service civique, l'agence du service civique, après 3 années d'un assèchement organisé. La réalité aujourd'hui, c'est un budget dédié à la jeunesse et la vie associative en baisse, et nous manquons aujourd'hui cruellement d'informations. Comme tout le tissu associatif, je m'interroge sur l'avenir que vous comptez donner au service civique. Ces dernières semaines, j'ai eu l'occasion d'échanger avec une centaine d'entre eux, engagés au sein d'Unicité, du mouvement européen. Tous m'ont confié leur enthousiasme, les bénéfices de cette expérience avant la vie professionnelle, à leur entrée dans la vie adulte, souvent comme une année de césure qui ouvre des horizons, offre des rencontres, ce temps qui leur est donné pour s'approprier pleinement une mission, s'intégrer dans une équipe et mesurer l'utilité de leur engagement. Madame la Ministre, j'ai bien entendu le maintien du nombre de services civiques à 150 000. Pouvez-vous vous engager sur la durée des missions, actuellement en moyenne de 8 mois, qu'elle ne soit pas réduite, parce que c'est ce temps qui leur permet d'être investis dans des associations dont, vous l'avez dit, elles sont utiles au pacte social, républicain et démocratique. Merci. Je vous remercie. Alors, merci pour votre question. Je le redis, le budget jeunesse et vie associative n'a aucune baisse en dehors du SNU. Donc, toutes les aides qui étaient celles de l'année dernière au tissu associatif sont maintenues au même niveau, y compris pour le service civique. Même enveloppe et même objectif de 150 000 services civiques avec même durée des contrats. Donc, nous avions l'occasion cette semaine de célébrer les 15 ans du service civique. Et je crois que comme vous, nous avons été enthousiastes à voir le plaisir que ces jeunes avaient de réaliser ces missions et ô combien ces missions sont aussi utiles à la société, puisque c'est tout l'enjeu de ce dispositif. Donc voilà, sur le service civique, aujourd'hui, l'agence du service civique a une trésorerie normale et donc on peut avancer vers cet objectif de 150 000 services civiques. Merci. Nous passons à Joël Bruno. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous avez déjà partiellement répondu, mais je voulais à mon tour revenir un peu sur la déclinaison territoriale de l'ANS en partant de cette réalité que vous avez rappelée également, à savoir la prédominance des financements des collectivités. C'est à peu près 11 milliards par an versus moins de 500 millions pour l'État. Et donc vous demandez si, dans un souci justement de réel développement de la pratique sportive en France, plutôt qu'un relatif saupoudrage, je prends le terme à mon compte, via le projet 5000 équipements, est-ce qu'il ne serait pas utile plutôt de cibler des équipements réellement structurants, éventuellement via une enveloppe départementale ou régionale, à mon sens plutôt départementale. Deuxième question, plus difficile sans doute, c'est de vous demander quel levier vous comptez, vous pensez pouvoir activer, pour faire en sorte que le sport dans notre pays ne soit plus considéré comme finalement une activité relativement accessoire par une certaine élite intellectuelle ou supposée comme telle. Je cible particulièrement, par exemple, le monde universitaire ou celui du ministère de la Santé, par exemple. Merci. Alors, le sujet, peut-être un mot pour vous dire que les plans Génération 2024 ou 5000 équipements de proximité répondaient quand même à un besoin et il y a une forte satisfaction dans les communes qui s'en sont dotées. Maintenant, vous avez raison,
on a largement doté du coup de ces équipements le territoire national, et il faut aujourd'hui entendre les besoins des pratiquants qui sont sur des pratiques sportives, et c'était le cas à la rentrée, plutôt qui se déroulent dans des équipements structurants, donc le sport organisé par les fédérations. Et donc c'est pour ça qu'il faut ouvrir les équipements sportifs, encore une fois, merci de peser auprès des chefs d'établissement qui existent déjà, et concentrer nos moyens dans les territoires carencés. Et là, vous avez raison, les moyens de l'État sont beaucoup moins nombreux que les vôtres, et nous devons, c'est ce que je disais tout à l'heure, mieux orienter nos moyens et peut-être se poser la question, mais collectivement avec vous, pour avoir une politique peut-être plus resserrée, pour aller financer des équipements structurants dans les territoires où il y a le plus de besoins. Voilà, donc ça c'est un point clair. Et votre deuxième question, je l'ai oubliée au passage. Quel levier pouvons-nous collectivement activer pour faire en sorte que, culturellement, effectivement, le sport dans notre pays, contrairement à ce qui se passe dans d'autres, ne soit pas considéré, notamment dans les sphères les plus intellectuelles du pays, comme une activité purement accessoire, mais comme une activité essentielle à l'évolution positive de la société? Endroit pour trouver des ambassadeurs sur ce sujet-là. Vous êtes très bien placé pour, dans votre rôle, pouvoir essaimer cette idée-là. Moi, sachez que je le fais beaucoup, je l'ai fait par le passé, je continue de le faire, mais j'ai aussi à cœur au sein du ministère de mieux faire connaître l'impact social du sport, l'impact tout court du sport sur la société. Il y a beaucoup de productions de l'INJEP qui sont méconnues et qui sont très intéressantes. Nous allons produire des rapports de l'héritage des Jeux de Paris 2024 dans les toutes prochaines semaines. Ça sera l'occasion de rappeler le rôle important que joue le sport dans notre société. Je vous remercie, Madame la Ministre. Alors, il nous reste 3 questions, 3 réponses. Et ensuite, Madame la Ministre, si vous voulez répondre globalement peut-être à des questions qui n'ont pas, où il n'y a pas eu de réponse, ou même une intervention finale, vous le ferez avec plaisir. Nous passons à Céline Hervieux. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, quand on parle de sport, il y a une préoccupation qui est parfois ignorée et qui est pourtant essentielle, c'est la question de la santé mentale. Derrière les exploits du sport de haut niveau, il peut y avoir de la souffrance psychique chez nos sportives et sportifs. Et depuis plusieurs années, on a constaté une nouvelle tendance qui est heureuse. Les athlètes osent de plus en plus prendre la parole sur leur santé mentale. On a Teddy Riner, Thierry Henry, Fanny Pelletier qui ont contribué à leur manière à lever le tabou sur la question de la santé mentale dans le sport de haut niveau notamment. Et cette prise de conscience collective, elle permet de participer à une déstigmatisation et de mieux prendre en charge les athlètes concernés. Alors ça peut être le stress accru avant une compétition, la gestion d'une blessure qui influence évidemment la performance, la médiatisation qui peut être aussi source d'anxiété. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent impacter la santé mentale de nos sportifs. Et à l'inverse, dans la pratique amateur, le sport peut aussi évidemment jouer un rôle central dans la préservation de la santé mentale de nos jeunes ou de nos moins jeunes. Le sport n'est pas que physique, il est vraiment thérapeutique. Alors, comme on sait maintenant que la santé mentale a été décrétée comme grande cause nationale, quelles sont les actions que vous souhaitez porter pour décliner cette grande cause dans le sport? Je vous remercie. Sur le sujet de la santé mentale des athlètes de haut niveau, c'est vraiment un sujet sur lequel l'INSEP, donc vous situez tous l'INSEP, travaille beaucoup. Et ça a d'ailleurs été un effort conséquent dans le cadre de la préparation de nos athlètes aux Jeux pour leur performance. Et aujourd'hui, au lendemain des Jeux, on a effectivement quelques témoignages d'athlètes qui sont en souffrance. Et en fait, la médiatisation de leur souffrance et de leur situation, les réponses qui peuvent être apportées sont une bonne chose parce qu'elles font connaître ce sujet de la santé mentale qui est trop méconnu, qui reste encore tabou pour certains. Donc c'est plutôt positif. Il faut aussi voir l'amélioration et l'opportunité finalement de mettre ce sujet sur la table pour trouver des solutions. Et puis je salue votre propos sur le fait qu'il faut aussi faire comprendre à nos concitoyens que le sport est un formidable remède pour être en meilleure santé mentalement. Et ça aussi, les médecins doivent être davantage prescripteurs de sport quand ils sont face à des personnes souffrant voilà, de maladies plus mentales ou psychiques. Et donc ça, c'est vraiment important là aussi de faire connaître ce médicament formidable qu'est le sport sur la santé mentale. Je vous remercie. Nous passons maintenant à Soumia Bourouard. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. En décembre 2023, Marie-Georges Buffet, qui était ministre des Sports et qui est actuellement ma suppléante, ainsi que Stéphane Diagana, champion du monde d'athlétisme, rendaient un rapport fort de 37 recommandations pour un sport plus démocratique, plus éthique et plus protecteur. Ce rapport, qui avait été demandé par l'ancienne ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, était articulé autour de 3 ambitions: renforcer la vie démocratique du mouvement sportif, mieux ancrer et protéger l'éthique du sport français
et assurer la protection des pratiquantes et pratiquants. Nombre de ces recommandations répondent aux enjeux actuels du sport français et favoriser la participation des bénévoles et des adhérents au sein des fédérations pour la parité dans les instances, créer un régime d'incompatibilité résultant d'une condamnation pénale ou mieux former les dirigeants et encadrants aux enjeux éthiques, d'intégrité et de lutte contre les violences et les discriminations. J'ai une seule question. Quelle suite vous souhaitez donner à ce rapport et à ces préconisations? Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai rencontré, je pense qu'il y a 3 semaines peut-être, Monsieur Diagana et Marie-Georges Buffet, qui m'ont présenté effectivement les préconisations du rapport. Donc, nous avons eu l'occasion d'en parler parce que je souhaitais les entendre et intégrer les recommandations dans le cadre des travaux que j'évoquais pour le 24 mars avec les fédérations sportives, dans le cadre de ce bilan de leurs élections, pour attirer l'attention des présidents, des nouveaux présidents, sur ces enjeux-là. Et il y a effectivement des sujets sur lesquels on va revenir et qui sont fondés sur la base de ce rapport. La coprésidence que j'évoquais tout à l'heure, c'est un des axes qui a été proposé, une des préconisations dans ce rapport-là, mais aussi sur les violences sexistes et sexuelles. Il y a aussi des propositions qui sont faites dans ce rapport sur lesquelles nous travaillons et sur plus globalement les sujets d'éthique et comment les fédérations peuvent davantage s'outiller sur les enjeux de commissions d'éthique, commissions d'intégrité avec de la transparence pour être plus transparent. Et donc nous travaillons dans ce cadre-là. Encore une fois, ce seront des recommandations qui vont être intégrées aux travaux lancés le 24 mars et qui vont nous permettre d'aller encore plus loin que la loi de 2022. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons donc à la dernière question avec Fabien Di Filippo, que nous accueillons aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Ministre. J'ai entendu de la part des collègues des propos relativement justes sur le fait que le succès des Jeux Olympiques ou leur tenue en France ne suffisait pas à faire de notre pays une nation sportive, culturellement parlant, sur le fait que les statistiques de l'obésité, alors bien sûr, on ne les voit pas dans les clubs parce que ils accueillent une partie des jeunes, mais comme il y a de plus en plus de multilicenciés, vous avez d'un côté une jeunesse qui est très sportive, de manière très encadrée, d'un autre côté, de plus en plus une jeunesse sédentaire, ou qui, quand elle n'est pas dans les clubs, n'est plus sur les terrains de nos communes, mais est de plus en plus sédentaire. Moi, le point sur lequel je voulais insister, c'est qu'on a la chance d'avoir plus que par le réseau scolaire, mais des associations qui sont un support magnifique pour décliner nos politiques sportives dans les collectivités, mais aussi pour la nation. Ce sont elles qui font le socle, qui permettent de brasser tous les futurs champions. On a des disciplines qui se tiennent hors stade, notamment la course à pied ou les épreuves de vélo. Les organisations deviennent kafkaïennes. Le nombre d'autorisations, les dossiers, les moyens que cela demande, humains, mais aussi financiers, alors que vous voyez bien, les partenaires financiers souffrent. Les collectivités, je pense, vont devoir faire un peu de rationalisation dans les temps qui viennent. Et donc, eh bien, à un moment donné, il faut que vous vous engagiez très fortement pour accompagner ces organisations amateurs-là, parce que s'il n'y a plus ce sport au niveau amateur, eh bien, c'est toute la culture sportive qui s'effondre et des champions de demain qui ne pourront pas se développer. Merci pour votre question. Je connais bien le sujet de l'organisation du sport amateur et les difficultés que rencontrent les associations. J'étais jusqu'à maintenant ma prise de fonction moi-même dans une association sportive et donc c'est vraiment un sujet de préoccupation. Le sujet de la simplification est un sujet que j'évoque à l'occasion de mes rencontres avec les présidents de fédérations et tout le monde a à cœur évidemment de davantage donner les moyens aux clubs de mieux s'organiser. Donc on va être attentif sur ce sujet. En tout cas, dans le cadre des délégations que nous allons devoir donner aux fédérations, puisqu'il y a un renouvellement des délégations, ce sera un sujet qui sera abordé avec chacune des fédérations. Donc, Madame la Ministre, je vous remercie. Nous en avons terminé avec les questions d'1 minute. Vous pouvez reprendre la parole comme il vous conviendra. Je voulais répondre à la question sur l'outre-mer que j'ai oublié tout à l'heure. Je vous présente mes excuses, mais du coup, je le fais maintenant. Donc, évidemment, vous avez raison de le souligner, les territoires ultramarins sont des terres de champions. J'ai eu moi-même l'occasion d'aller au Crêpes de la Guadeloupe, là où naissent beaucoup de talents des Antilles, mais aussi à La Réunion. Je suis allée au Crêpes de La Réunion aussi. Il y a plein de talents qui se forment sur place et nous avons effectivement à faire face à beaucoup de difficultés. Vous avez raison de souligner l'augmentation des tarifs de transport qui posent vraiment problématique. Pour le coup, ce sujet-là, il est quand même plutôt dans le périmètre du ministre d'État à l'Outre-mer, Manuel Valls, avec l'ADOM qui est vraiment en charge de ces sujets. Donc moi, je vais l'alerter évidemment sur ces enjeux-là. Nous avons des échanges à venir sur le sujet pour attirer son attention sur ce sujet-là, mais il a bien conscience du rôle que joue le sport, en particulier dans les territoires ultramarins. Nous en avons déjà parlé ensemble. Donc il y aura un comité interministériel au mois de...
Donc oui, il y a eu un comité interministériel en 2023 sur ce sujet. Et donc du coup, nous allons appuyer, enfin en tout cas, je vais appuyer auprès de Manuel Valls sur ce sujet. Bien, merci Madame la Ministre. Je pense que nous en avons terminé. Nous vous remercions chaleureusement et puis on vous dit à très vite. Il y aura d'autres sujets sport très rapidement pour nous et pour vous. Chers collègues, nous nous retrouvons mercredi prochain à 9h30 pour le débat, la table ronde sur l'intelligence artificielle et les droits d'auteur à la salle Lamartine. Merci. Merci beaucoup.